Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guillaume Dard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Président de Montpensier-Brevel et vice-président de l'AFG, l'Association française de gestion financière. Face à vous, Isabelle Bordry. Bonjour Isabelle. Bonjour Raphaël. Fondatrice de Retancy, et Christian Parizeau. Bonjour Christian, économiste et conseiller auprès de Aurel BCG. Le premier sujet du jour, c'est évidemment le vote hier soir. Après un suspense insoutenable du budget de la sécurité sociale, c'est passé, oui mais de justesse, 13 voix près seulement, après de nombreux compromis avec la droite, avec la gauche, beaucoup. Hier c'était un peu le tour des écologistes avec l'augmentation de l'enveloppe des dépenses d'assurance maladie qui est portée de 2 à 3%. Première question très simple, allez, je commence avec vous Guillaume. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'on a un budget pour la Sécu ? C'est un tel cauchemar qu'heureusement que le même jour, il y avait une bonne nouvelle, qui était le fait que Elon Musk annonçait qu'il allait introduire en bourse SpaceX pour 1500 milliards de dollars. Absolument. Pendant ce temps-là, en France, qui doit se situer sur une autre planète, avec le budget de sécurité sociale le plus important en pourcentage du PIB au monde, on a assisté à un accord final entre deux sortes de personnes, une sorte de personnes qui voulaient plus de dépenses et donc qui votaient contre, et une série de personnes qui ont soit voté pour, soit se sont abstenues, tout en étant tous conscients qu'ils faisaient n'importe quoi. Les chiffres étaient changés toutes les minutes, c'est-à-dire qu'on disait c'est 23, c'est 24, mais comme on repassait, on faisait un petit tour de mistigris, on repassait 4 milliards du budget de l'État vers la Sécu. 4 milliards et demi transférés de l'État vers la donc Sécu on disait, pour alors, arriver à si vous votez, c'est plus que 19, 19 milliards et demi de dépenses. Si vous votez pas, ça va être 28, 29, peut-être 30. Et d'ailleurs, le scandale, c'est que l'argument majeur pour que ce soit voté un budget aussi mauvais, puis il y aura un dernier scandale, aussi mauvais, c'est que, en fait, il est auto-bloqué. C'est-à-dire que le budget de l'État, en théorie, quand il n'est pas voté, les dépenses sont bloquées, entre guillemets, alors que ce que je comprends, c'est que celui de la sécurité sociale, il a des indexations automatiques. Absolument. Et c'est au nom de ces indexations automatiques qu'il fallait donc absolument voter un budget, parce que sinon, ce serait encore pire. Les dépenses de santé s'envolent de 10 milliards mécaniquement si on ne les retient pas par un PLFSS. Voilà. Et in fine, c'est le jeu médiatique, on ne peut pas en vouloir aux médias. Ce qui amusait les médias, c'était de voir le vote, de faire un petit pronostic. Et puis il y a un vrai enjeu politique aussi derrière. Est-ce que Sébastien Lecornu allait réussir son pari ou pas ? Enfin, c'est à court terme. Je veux dire, on est dans la 4ème République. Combien de temps le gouvernement va tenir ? Est-ce qu'il tient 10 jours de plus ? Donc, est-ce qu'on félicite l'habileté politique d'un homme ? Moi, je n'ai rien. Monsieur Lecornu a sûrement plein de qualités d'habileté politique. Le sujet, c'est que, au passage, on vient quand même de suspendre la réforme des retraites. Oui. Et là aussi, il faut croire que la France est un pays particulièrement différent des autres pays de l'Europe, puisque c'est quand même le seul pays où on est en train de rabaisser l'âge de la retraite, alors qu'en Italie, ils l'ont fait en 2011, de le monter à 67 ans, parce qu'ils avaient été face à la crise, et donc ça sera la question d'après. Ils n'ont pas la même démographie non plus en Italie. Isabelle Bordry, même question pour vous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? On comprend que pour Guillaume Dard, c'est un mauvais texte économique. Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est toujours une bonne nouvelle d'avoir, ou une moins bonne nouvelle, enfin, en tous les cas, que c'est mieux de ne pas avoir de certitude. C'est mieux que si c'était pire. Voilà, exactement. Et c'était un peu ce qui ressortait hier dans la presse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moins, il y a un texte, on sait à quoi s'en tenir, et donc la France va continuer à évoluer. Après, effectivement, ce qui est terrible et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, là où il y a un consensus entre les différents partis politiques, c'est en réalité sur les retraités. C'est-à-dire que les retraités sont effectivement l'objet de toutes les attentions de tous les partis politiques. Ce sont eux qui votent. On suspend la retraite, on suspend la réforme de la retraite, on suspend l'abattement fiscal de 10%, le gel des pensions. Les gels des pensions. Et donc, en fait, c'est le point de consensus de tous ces partis politiques, puisque aujourd'hui, ce sont les gens qui votent. Et donc, on est dans un pays qui vieillit et pour lesquels l'attention des politiques n'est portée qu'aux seniors. Ce sont les grands gagnants, les seniors, là, les seniors sont les grands gagnants, s'il peut y avoir effectivement des gagnants dans toute cette espèce de cauchemar et de discussion. Mais il n'y a plus d'investissement pour l'avenir. À court terme, mais pas à long terme. Pas à long terme, puisque la retraite, elle baissera. Donc Oui, mais pour l'instant, c'est suspendu. On n'a aucun
problème du déséquilibre des retraites. Hein. Donc, moi, je serais senior, je serais quand même inquiet pour à horizon 4-5 ans sur ma retraite quand même, hein, parce qu'on n'a pas rééquilibré le système. Hein, donc, en 2026, il ne se passe rien et chaque jour, personne ne prend une décision politique. Et donc, c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que le consensus politique, aujourd'hui, se fait à l'encontre des jeunes et à l'encontre de la population active. On est le pays qui, et vous l'avez rappelé, à 33% du PIB des prestations sociales. Donc, c'est de l'investissement qui est non productif. On parlait effectivement des impôts sur les actifs productifs ou non productifs. On pourrait taxer le Parlement de vouloir investir dans une partie de la population qui n'est aujourd'hui pas productive pour l'avenir. Et même pas pour elle. Et même pas pour elle. On vient de dire. Ce que je veux dire, tout ça, c'est du court-termisme. Quand je disais, ça amuse les médias, ça fait du business pour les médias. On accuse les politiques de faire de la politique. Bon, en même temps, la politique et les médias, c'est un continuum et ça occupe les gens. Et d'ailleurs, moi, j'ai été auditeur, donc je suis complice de votre système, si vous voulez. Mais pour les retraités, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que c'est peut-être bien pour l'année 2026, mais à la marge et encore. Mais c'est très mauvais pour la structure. Guillaume. Christian, moi ce que je voudrais surtout souligner, c'est que je trouve qu'on parle que la France égalité. On aime bien l'égalité en France. On adore ça. Passion égalité. On est passionné par ça, mais je trouve que la suspension de la réforme des retraites, c'est quand même une aberration en termes d'égalité. Parce que imaginons que ça soit juste une suspension. Que dans 2 ans, on réapplique la réforme des retraites, ça veut dire que vous avez eu un certain nombre de Français qui sont partis plus tôt à la retraite juste parce qu'ils ont eu la bonne année de naissance. 3 millions de Français qui vont partir 3 mois plus tôt à la retraite, mais ça va coûter 3 milliards d'euros à la France. Quand on parle que tout le monde a les mêmes chances et tout ça, il y a quand même là un biais qui est juste né à votre date de naissance. Donc déjà, on est sur quelque chose qui est complètement aberrant sur le fond. Comment on peut faire une réforme qu'on suspend, qu'on peut remettre, ça ne tient pas la route. Et deuxième chose qui est le grand manque de tout ça, c'est l'efficacité de la dépense de santé. Encore une fois, ça c'est complètement, on n'est que sur des aspects comptables. On nous dit les dépenses de santé vont forcément augmenter parce que la population vieillit. Mais je vous renvoie à une étude qui a été faite par l'OCDE qui montre que la France est l'un des pays qui dépense le plus, mais qui a l'efficacité de la dépense dans la santé la plus mauvaise. Donc on peut accepter qu'on ait un poids de la santé et qu'on dépense beaucoup pour protéger nos seniors, ça c'est pas un problème. Ça peut être un choix de société, il y a des pays qui veulent moins, d'autres qui veulent plus, mais dans ce cas-là, faisons comme au Japon, parce que ils protègent leurs seniors, peut-être beaucoup moins qu'en France, mais en tout cas les sous dépensés pour leurs seniors est beaucoup plus efficace que l'euro dépensé en France. Donc moi, avant de parler de réguler et d'avoir juste une logique comptable et de dire toujours on est forcé d'avoir une hausse des dépenses de santé parce que la population vieillit, déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas être forcé d'avoir une optimisation de nos dépenses de santé et une meilleure gestion des dépenses de santé? C'est un débat récurrent, non? Oui, c'est un débat récurrent, mais je trouve incroyable que pendant tout ce débat budgétaire, on n'a pas essayé une seule mesure pour améliorer l'efficacité de la dépense de santé. Est-ce que c'est normal que ce soit les taxis qui emmènent les malades à l'hôpital? Est-ce que c'est normal qu'on ait des hôpitaux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois parce que alors qu'on met autant d'argent dedans, il y a quand même un vrai problème? Quel est le rôle de l'hôpital dans le parcours de soins? Voilà, c'est un ensemble de choses et je pense que c'est ça qui est le plus dramatique pour le moyen terme, parce que là on est en train on règle pas les problèmes. On creuse les déficits et derrière, on risque d'avoir un effet forcément de crise, alors pas forcément lié au marché, mais lié au déficit, mais lié plutôt à un système de notre système de santé qui ne va pas fonctionner. Donc, on met beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et qui va payer la facture, Guillaume Dard? Pour parler de tout ça, il y a 2 livres formidables. Il y a un livre à qui on a donné le prix BFM Business Montpensier il y a juste avant le Covid, un livre de Frédéric Bizard sur le système de santé qui s'occupe encore d'une association et dont le livre commençait, c'était avant le Covid, en disant notre système de santé est tellement mal organisé qu'il suffira d'une grosse grippe pour qu'il soit complètement bloqué. C'était 3 mois avant le Covid. C'était assez bien vu. Le second livre... On a passé le Covid et le système de santé fonctionne toujours en France, Guillaume Dard. Et a relativement bien tenu pendant la crise. Et a tenu sur la qualité des personnels de santé. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fallu faire. Non, mais ce qu'on a vu, c'est qu'en tout cas, il y a eu... Bien sûr. Enfin, ça a été un petit sujet. On oublie, heureusement, les mauvaises nouvelles s'effacent, les bonnes restent, c'est la force de l'esprit humain. Le second ouvrage qu'il faut vraiment lire attentivement, alors c'est un gros ouvrage, c'est le livre de Nicolas Dufourcq sur la dépense sociale, sur 40 ans de dépenses sociales, oui.
où on comprend que ce qui se passe aujourd'hui n'est que la suite, mais d'une accumulation d'erreurs par à peu près tous les partis politiques. C'est-à-dire, pour simplifier à grands traits, c'est que d'un côté, on a tout donné de plus en plus gratuitement. Il y a derrière vous la carte vitale qu'on voit, et dit le fait que tout d'un coup, plus personne ne soit conscient des prix de la santé. C'est-à-dire que si personne ne voit qu'une nuit d'hôpital, ça coûte très très cher, les gens ne sont pas... Si on leur montre pas, on leur montre pas. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Il y a des formules, c'est comment ça s'appelle dans les hôtels, all included. All included, voilà, c'est all included. Et donc, que ça soit all included pour les gens qui, bien sûr, ne peuvent pas payer, je suis 100% d'accord. Oui. Mais la perception, enlever toute perception du prix, tout ticket modérateur, même s'il était de 10 centimes sur le prix des choses. Peut-être simplement montrer la facture aux patients et leur dire que c'est la collectivité qui la prend en charge. C'est exactement ça, les médecins français. Donc ça, c'est sur le côté inconséquence et incompréhension du coût réel de la santé. Promesse de vous serez soigné partout parfaitement à tout endroit de la France, qui est difficile. La France a ses contraintes géographiques. Et de l'autre côté, pour financer tout ça, le grignotage 50 centimes par 1%, non-stop depuis 40 ans, qui nous donne ce coût du travail le plus élevé du monde. Je reviens au thème principal de ce débat. Est-ce qu'on a besoin d'une crise financière ? Est-ce que ça ne devra passer que par une crise financière pour que la France rétablisse ses comptes publics ? On a l'impression qu'on est protégé par l'euro, Isabelle Bornery, et qu'on peut dépenser et multiplier les déficits, et finalement, rien ne se passe. Les taux français, là, se portent très bien ce matin. En fait, effectivement, ce qui est très compliqué, c'est que les politiques n'ont pas eu, à mon avis, le courage de réformer des institutions, des process qui ont été créés en fin de Seconde Guerre mondiale, dans une France où en fait la croissance économique était absolument des 30 glorieuses, où tout ce que l'on touchait c'était absolument de l'or, où la pyramide des âges était bien différente. La pyramide des âges était différente. Et cela fait 30 ans qu'aucun homme politique a eu le courage d'amender la sécurité sociale, de revoir à la marge les retraites. Et donc ce courage politique n'existe pas. Alors, à quoi c'est dû ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est au nom de l'égalité et on n'ose pas effectivement prendre de décisions ? Peut-être. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça crée des fractures absolument énormes. Ça crée des fractures entre les retraités, de niveau de vie entre les retraités et les jeunes actifs. On se pose la question de l'euro investi dans l'État. Est-ce que effectivement j'ai en retour, moi qui travaille, suffisamment d'avantages, moi qui paye 57% sur mon salaire en réalité d'impôt, est-ce que j'ai le retour attendu de la part des hôpitaux, de la part d'une prestation chômage si un jour j'en ai besoin ? Donc en fait aujourd'hui, il y a une fracture énorme qui se crée entre les jeunes, les classes moyennes, la population active et les retraités. Est-ce que ça doit se terminer violemment par une crise ? Je ne sais pas, je ne l'espère pas. Peut-être que c'est effectivement les agences de financement qui redresseront la barre à la place des politiques, peut-être. Oui. Mais si elle ne vient pas par les marchés, je pense qu'elle viendra sur un problème tout bête, c'est le rendement de l'impôt. Moi, je pense qu'on atteint un peu les limites. Alors, quand on voit le casse-tête aujourd'hui de la politique, parce que pourquoi ? Soit vous augmentez les charges sur ceux qui sont actifs, mais vous détériorez la compétitivité des entreprises, vous avez des effets très négatifs sur l'emploi, donc c'est pas tenable, parce qu'on voit qu'on ne peut pas réindustrialiser en ayant encore un coût du travail qui augmente. Donc ça, c'est pas possible. Après, vous me dites, on va faire des impôts. Alors, on cherche des nouveaux impôts, des nouvelles choses. Regardez seulement aujourd'hui, par exemple, l'impôt sur le tabac. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plus lucratif de vendre du tabac à la sortie du métro de manière illégale que de dealer de la drogue. On est sur des taux de rendement maintenant et on a un vrai problème pour la police pour gérer aussi cette lutte contre le tabac frauduleux. Donc c'est moins risqué pénalement et en plus ça rapporte, c'est plus rentable que la drogue. Donc on marche sur la tête. C'est quand même un effet fiscal tout ça. C'est pas quelque chose qui est lié à... Donc il y a quand même un vrai problème de fond. Je vous laisse toutes les mesures qu'on a entendu parler, toutes les innovations fiscales et on s'aperçoit, mais alors si je commence à réduire la niche fiscale là, tout de suite ça déstabilise tel secteur. D'un autre côté, si je remonte trop l'impôt là-dessus, on voit que ça déstabilise. On est en plein dedans. Donc on est en plein dedans. On a un vrai problème de rendement de l'impôt. Donc je pense que le vrai obstacle à un moment donné, ça va être qu'on ne va pas pouvoir augmenter plus les prélèvements obligatoires et c'est là où on aura forcément, on sera obligé à un moment de dire aux gens, il faut vous responsabiliser, il va falloir aussi peut-être augmenter le reste à charge, il va falloir faire des choses parce que on ne peut pas continuer comme ça. Donc vous croyez plus à l'embolie interne qu'à un choc exogène ? Alors, soit c'est un choc exogène par les marchés, ça sera violent.
ce qu'il ne faut pas espérer non plus parce que ce n'est pas toujours bon, soit ça sera à mon avis à un moment donné sur le rendement de l'impôt. Alors, Christian touche un bon point, au fond, qui est un peu la conscience du Français. Alors, il y a un moment, un des plus beaux moments de l'histoire de France, la nuit du 4 août, l'abolition du privilège, ça c'est formidable. Et il y a un livre qui s'appelle « Les dépêches des ambassadeurs de Venise à la Cour de France de 1785 à 95 », c'est plus la Cour de France à la fin, et où il raconte semaine par semaine tout ce qui se passe. Et pendant le 4 août, c'est aussi le jour de la première création des premiers droits du citoyen. Et l'ambassadeur de Venise, qui est un Italien du Nord assez rationnel, il dit « Ah, connaissant les Français, on aurait bien fait de leur mettre les devoirs en même temps ». Donc, qu'est-ce qui se passe? On a créé des droits sociaux de toutes sortes, de façon cumulative. À chaque élection, il fallait promettre quelque chose. On a ajouté des droits. Isabelle a raison de dire que ça vient de 45, mais le système, les promesses sociales de 50, elles n'ont rien à voir avec celles de 2025. On a accumulé dans les 40 dernières années un nombre incroyable de droits et chacun a envie de défendre ses droits. Et c'est quasiment impossible d'enlever des droits à toute personne sans choc externe. Oui. Et le problème du choc externe, c'est que... Enfin, d'autres pays l'ont fait, hein, pardon, mais c'est impossible. Parce qu'il y a eu choc externe. C'est-à-dire que les Suédois, ils avaient un problème sur leur devise et les taux. Les Italiens, pays du Sud ont eu quand la même Troïka. Formidable. Enfin, formidable, ça devait être spécial si on était italien, mais enfin quand même, et Trichet, qui était patron de la Banque centrale européenne, a convaincu le président italien de dire à Berlusconi qu'il s'en aille à la fin de la semaine et que c'était la seule condition dans laquelle la BCE pourrait aider et acheter des obligations italiennes et que Berlusconi soit remplacé à la fin de la semaine par Mario Monti, qui avec un bureau technique. Et c'est là où ils ont porté en 3 semaines la retraite à 67 ans. Donc, nous, dans le contexte actuel, la plupart des pays sont très endettés. Donc on est trop endetté, mais pas si trop endetté par rapport aux autres qu'on va se détourner complètement. Donc qu'est-ce qui peut se passer? La dégradation plus rapide, c'est-à-dire qu'il faudrait devenir ce qu'on appelle... On a été dégradé, on est dégradé. On est encore dans les bonnes notes. On est encore, suivant les systèmes, vers du 14 sur 20. Bon. Il faudrait qu'on passe à 9. À 9, là, il y aura des vendeurs forcés. En fait, il n'y a pas de crack sur les obligations tant qu'il n'y a pas des vendeurs forcés. Et à ce stade-là, il n'y en aura pas. Ou alors, mais les Allemands, c'était intéressant dans votre émission avec Marcus Kerber en début de semaine, il a dit c'est la France, on ne peut rien faire, c'est trop gros. Ah oui. Et donc, soit il y a une vraie dispute de la zone euro avec les Allemands, qui disent non mais là, et c'est ce qui s'est passé en 83. En 83, on n'avait pas l'euro, mais on avait le SME, les monnaies accrochées. Et c'est là où Helmut Kohl a appelé Mitterrand à la 3e dévaluation en disant alors François, vous voulez rester avec nous ou pas? Et qu'on a été obligé de changer. Et si on prend 58, c'est parce qu'on a levé le FMI. La France ne changera jamais, c'est trop compliqué, on le voit avec notre classe politique, quelle qu'elle soit. Il faut un choc externe, malheureusement. Allez, il faut qu'on avance. Juste un petit mot, même si on n'a pas un choc violent sur les taux, on est quand même sur une phase où on va avoir les taux souverains qui vont remonter. Le taux d'emprunt des États qui va beaucoup remonter l'année prochaine, à mon avis. Même si on a des politiques monétaires qui sont un peu plus accommodantes, on voit que maintenant, on commence à mettre un prix très élevé à la dette souveraine. On l'a vu dans les taux américains qui sont quand même montés malgré les attentes de baisse des taux de la Banque centrale américaine. On le voit qu'il y a des tensions sur le Bund qui sont mis sur les taux allemands parce qu'on sait qu'ils vont émettre beaucoup plus. Et donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je pense que l'argent a de nouveau un prix de plus en plus élevé. On va être étouffé. Et donc, justement, je pense que la charge de la dette va beaucoup augmenter dans le budget français. 8 milliards de plus l'année prochaine. Et ça va forcément, à un moment donné, être une vraie contrainte pour nos politiques parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont plus de flexibilité dans leurs dépenses à cause de cette charge de la dette. Il suffit de rajouter des impôts sur les riches, non? Bah oui, mais si les impôts rentrent pas... On risque d'en reparler l'année prochaine à peu près à la même saison. C'est les deuxièmes consensus, les retraités et les riches. Ben voilà. Dans l'implosion et dans la lente érosion, le lent déclin que vous évoquez, Christian Parisio, il y a l'industrie et ce chiffre, 165 sites industriels menacés depuis septembre. C'est les derniers chiffres de Trendéo pour le journal Les Échos. 10 000 emplois sont aujourd'hui sur la sellette. C'est assez inquiétant.
est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de lutter contre cette désindustrialisation? D'abord, quelles en sont les causes, Christian, selon vous? Juste un petit mot sur déjà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que si je vous dis le dernier chiffre du PIB, 0,5% de croissance sur un trimestre. Ça allait bien au troisième trimestre. Ça peut paraître très bon. Là, la Banque de France vient de nous communiquer à partir de ses enquêtes, on sera à 0,2 sur le quatrième trimestre. Voilà, donc 0,2, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus la catastrophe. On n'est pas du tout dans un schéma très noir. Alors, je pense que la France connaît quelque chose qu'on connaît bien aux États-Unis aussi, c'est une croissance en K. Et je pense qu'en ce moment, dans l'industrie, en tout cas, c'est sûr, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous avez des secteurs industriels qui vont très très bien. Ce sont des secteurs comme l'aéronautique, la construction navale, qui ont des carnets de commandes qui sont des carnets de commandes à long terme. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, et à l'export, beaucoup. Voilà, à l'export et des carnets longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de l'aéronautique, c'est qu'ils ont une visibilité sur 10 ans. Donc, vous pouvez avoir des chocs conjoncturels, ils ne le voient pas, eux. Eux, leur problème, c'est de monter en cadence, c'est de monter en production, d'avoir plus de capacité de production pour remplir leur carnet de commandes qui est plein à 10 ans. Alors, peut-être que dans 10 ans, on en parlera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est très inquiétant, ça masque un ensemble d'entreprises industrielles qui, elles, souffrent énormément. Et ce que nous disait, ce qui était assez intéressant, c'est que les retours d'enquête qu'a eu la Banque de France, c'est que tous les secteurs qui ont des carnets courts, c'est eux qui sont en ce moment les plus en difficulté. Donc il se passe quelque chose, c'est-à-dire que je vous dirais que si vous enlevez l'aéronautique, le naval, et je parle que de la partie industrielle, le luxe éventuellement, marginalement le luxe, parce que par exemple dans la chimie, ça ne va pas trop mal en France dans la chimie parce qu'on a la chimie du parfum qui va bien. Mais si vous retirez la chimie du parfum, vous n'avez pas du tout la même vision du secteur de la chimie en France et vous êtes plus proche de ce qui se passe en Allemagne. Donc faut un peu retraiter un petit peu de ça. Alors vous allez me dire si on enlève tout ce qui est bien, on peut avoir que ce qui est mauvais, mais je pense que si on enlève un peu tout ça, on va s'apercevoir qu'on est plutôt en récession industrielle et que là, on est véritablement en souffrance pour des problèmes de compétitivité comme à l'industrie allemande. On a eu encore hier une fédération industrielle qui disait que la partie des machines-outils souffrait énormément. Donc, on a un problème de compétitivité aussi en France, plus nos problèmes internes politiques qui viennent se rajouter. Mais ça prouve qu'il y a tout un secteur industriel européen qui souffre énormément et c'est un peu masqué par quelques champions ou quelques secteurs qui vont très bien. Isabelle. Et puis, ce qui est terrible, c'est que pour investir dans l'industrie, il faut un contexte qui soit un contexte favorable. Et le contexte favorable, c'est le coût de l'emploi. On est aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus cher. On est un peu les champions de l'Europe des charges fiscales et sociales sur l'emploi. C'est le temps administratif. Quand vous voulez investir, construire une usine, toutes les contraintes administratives qui peuvent effectivement vous retarder. Et lorsque vous regardez le temps moyen de construction d'une usine aux États-Unis, en France et en Allemagne, en fait, on est à plus du double quasiment en France. Après, vous avez le coût du capital. Et quand on compare le coût du capital en France, mais aussi maintenant en Allemagne par rapport aux États-Unis, pareil. Aux États-Unis, on est entre 3 et 4%, globalement en moyenne du coût du capital. En Europe et particulièrement en France, on est plutôt à 6 et 8%. Donc ça coûte beaucoup plus cher de lever de l'argent. Et puis l'emploi, l'énergie étant le dernier. La France était la championne du monde avec l'énergie hydraulique, mais et surtout nucléaire. On continue à payer effectivement moins cher notre énergie par rapport notamment à la moyenne européenne grâce au nucléaire, mais on est beaucoup plus cher que ce qui se passe aux États-Unis. Le kilowattheure coûte 2 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Comme souvent le dit Nicolas Dufourcq d'ailleurs, on a des chefs d'entreprise et des industriels avec des boulets au plomb. Le coût du travail, la pression administrative, le coût de l'énergie et le coût du capital qui sont aujourd'hui dans un contexte extrêmement défavorable pour réindustrialiser la France, qui était un des fleurons il y a 30 ou 40 ans. Donc, de nouveau, c'est une dégradation qui se passe petit à petit depuis une génération et demie. Je vois opinion du chef Guillaume Dard. Oui, parce que le danger, vous connaissez la phrase d'Oscar Wilde, on se ruine doucement au début et très très vite à la fin. Et on le voit bien, pour la France, c'est très clair, et pour l'Allemagne, ça se discerne, c'est-à-dire qu'on voit ces trends. L'Allemagne, pour simplifier, c'était l'automobile et la chimie. Oui. Et sur ces deux plans, ils sont en train d'être laminés par les Chinois. Par la Chine. Nous, on était une petite annexe depuis 20 ans. Autrefois, on existait par nous-mêmes. Et donc, l'annexe va s'offrir après. Il reste l'aéronautique, mais dont il faut toujours quand même rappeler qu'elle n'est pas que française. C'est la France et l'Allemagne et l'Espagne. Donc, et quant au taux de croissance de l'année, on a quand même eu un coup de chance formidable.
le prix de l'énergie électrique a baissé, mais surtout les prix du pétrole sont très bas. Hein. Vous regardez les prix à la pompe, ils sont très bas. Et donc, ça a aidé à cette croissance. Et puis, il y a quand même beaucoup de déficits budgétaires. Donc, on est sous stéroïdes. Donc, sous stéroïdes d'un déficit à 5%, on arrive dans un pays où l'empreinte de l'État est, disons, à 50%, c'est avec 5% de déficit, 50% de dépenses publiques, on arrive péniblement à 0,8. Donc on a à la fois, on arrive au bout de notre effort fiscal, enfin budgétaire, on ne voit pas quand même une relance massive qui soit possible. Et deuxièmement, cette destruction progressive à cause de tous les maux qu'a parfaitement décrit Isabelle de surréglementation, de surfiscalité, eh ben elle finit, et les discussions des 3 derniers mois, le chef d'entreprise qui dit « Ah, moi, ça m'est égal, je continue à faire mon truc », ça, c'est vrai, mais c'est ceux qui sont en train de lancer une start-up d'IA avec 1 milliard de financement. Le chef d'entreprise moyen, il est bouleversé par les 3 mois qu'il vient d'entendre. En tout cas, il a du mal à planifier des plans d'investissement. Oui. Voilà. Oui. Il y a un acquis de croissance en fin d'année, généralement, mais alors il y a un acquis de morale aussi. Alors l'acquis de morale, je pense qu'il doit être au plus bas depuis longtemps. On a déjà connu ça en France, mais enfin, il est vraiment bas.